Madame, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui d'une idée qui s'appelle la co-optimisation. Donc ce que je vais dire ici est basé sur une intervention que j'ai faite dans le cadre d'une session spéciale de la conférence Innovatics Madrid Technology qui a eu lieu en octobre 2023 à Grenoble. Donc, la co-optimisation, elle part d'une idée qui tombe sous le sens, qui est que pour un système, alors beaucoup des choses que je vais dire aujourd'hui sont illustrées dans le cas d'une batterie électrochimique, mais ça pourrait se transposer à d'autres types de systèmes, par exemple un renforcement de réseau ou des systèmes de flexibilité. Mais donc, prenons l'exemple d'une batterie. Si je veux essayer de gérer optimalement cette batterie, donc de déterminer quelle puissance elle doit échanger à chaque instant, naturellement, il faut que je prenne en compte quelle est sa capacité, quelle est son énergie maximum qu'elle puisse stocker. Ça tombe sous le sens, mais réciproquement, si je dis je veux essayer de déterminer le dimensionnement optimal d'une batterie pour rendre un certain service, je n'aurai peut-être pas le même résultat si je suppose que cette batterie sera gérée extrêmement efficacement, de manière quasi optimale, ou à l'inverse, si je suppose que cette batterie sera gérée d'une manière extrêmement stupide et pourrie. J'aurais sans doute besoin d'une batterie beaucoup plus grande si je suppose que sa gestion est toute pourrie. Donc l'idée principale de la co-optimisation est qu'on a ce couplage entre la gestion d'un système et son dimensionnement optimal. Donc ceci étant dit avec des mots, on peut essayer de le dire avec une équation. On cherche à maximiser une quantité. Pour la maximiser, on va jouer sur le design d'un système, la capacité d'une batterie par exemple. Et la quantité qu'on cherche à maximiser, c'est la valeur ajoutée que ce système va rendre tout au long de sa vie, moins ses coûts de fabrication. Ce problème, il est bien défini et il a l'air simple à résoudre, néanmoins il se heurte à au moins deux types d'obstacles. Il y a un premier obstacle qui est méthodologique, c'est que bien que le problème soit posé et puisse mathématiquement être résolu, il est quand même dans une classe de problèmes pas si simple que ça, au sens que nous avons deux temporalités différentes. Il y a une première décision qui doit être prise une fois pour toute la vie du système, c'est le design du système, une fois qu'il est construit, on le subit pendant toute la vie. Et par contre, à chaque instant de la gestion, on a une nouvelle petite décision à prendre qui est quelle est la puissance que notre batterie va échanger avec l'extérieur. Donc on a deux temporalités différentes au sein du même problème. Ce qui fait que le coût, la complexité calculatoire pour résoudre ce style de problème de co-optimisation est plus élevé que si on voulait juste résoudre une seule par rapport à une seule variable. Néanmoins, au-delà de cet obstacle méthodologique, on a une autre catégorie de difficultés à résoudre qui est en quelque sorte plus redoutable, en tout cas qui est l'aspect sur lequel je vais beaucoup plus insister aujourd'hui, qui est un obstacle d'information. Au sens que un problème de co-optimisation, c'est surtout un problème de science-fiction, puisqu'on essaye d'anticiper des choses qui vont avoir lieu sur toute la durée de vie du système. Potentiellement, ça peut être des décennies. Donc si je dis qu'aujourd'hui, je suis capable d'anticiper tout ce qui va se passer sur les décennies prochaines, je ne suis pas très crédible. Donc forcément, il va se passer des choses dans le futur qui vont être mal anticipées, difficiles à anticiper, sur lesquelles on ne va pas forcément faire les choix corrects de modélisation. Et c'est tous ces choix d'informations qu'on donne en tant que variable d'entrée à notre problème de co-optimisation, qui vont après se répercuter sur la décision finale, et qui ne sera pas un problème du problème de co-optimisation en tant que tel, mais qui sera plus un problème de avec quoi est-ce qu'on a essayé de le nourrir. Ça m'amène donc à la motivation de cette présentation, qui est que pour utiliser de manière pertinente une démarche de co-optimisation, certes il faut savoir résoudre ce problème, mais il faut surtout savoir avec quoi l'alimenter, quelle variable d'entrée, quel modèle d'entrée on doit injecter dans ce problème. Et donc c'est un couplage entre une méthodologie et une connaissance du contexte industriel, y compris des choses qu'on ne peut pas bien connaître dans le contexte industriel où le système sera déployé sur toute sa durée de vie. Pour illustrer cette problématique, je vais essayer de suivre le plan suivant. Donc je vais commencer par essayer de décrire un cas d'étude que je vais progressivement complexifier en y ajoutant une démarche de contrôle optimal, puis une démarche de contrôle optimal stochastique, et enfin une prise en compte de l'effet du vieillissement des composants sur la durée de vie. À chaque étape de ce plan, mon propos ne sera pas forcément de montrer comment précisément résoudre dans le détail notre problème de co-optimisation, mais sera surtout d'insister et d'illustrer sur l'impact que toutes les grandeurs d'entrée, que toutes les choses qu'on donne à manger à notre problème d'optimisation, tout cela aura un impact sur notre résultat final. Et c'est là-dessus que je vais surtout insister.
Le cas d'étude dans un premier temps. Alors j'ai essayé de le faire aussi simple que possible, mais en restant présentatif, aussi simple que possible pour qu'on puisse garder une intuition de d'où viennent les résultats et une explicabilité de ce qu'on va constater. Donc on va considérer ici une centrale virtuelle, c'est-à-dire l'association entre une centrale de production d'électricité éolienne, donc une ferme éolienne, et une batterie électrochimique. Donc on a la puissance que la ferme éolienne va produire, la puissance que le stockage va échanger, et enfin la puissance qui va être injectée, donc la résultante finalement de ces deux grandeurs, ce qu'on produit et ce qu'on stocke, qui peut être positif ou négatif, et la résultante va être valorisée sur un marché de l'énergie. Donc on va la vendre à un prix qui va être fluctuant. Et c'est ça qui va constituer notre valeur ajoutée, c'est-à-dire ce qu'on gagne, c'est un prix fois la quantité qu'on va vendre. Sur ce problème, sur ce cas d'étude, on peut construire notre problème de co-optimisation en disant que la quantité de design qu'on cherche à maximiser, c'est la capacité de notre batterie, donc l'énergie qu'elle peut stocker. La durée de vie, elle va de maintenant jusqu'à la durée de vie finale de notre système. La valeur ajoutée de notre système, c'est ce prix de à combien est-ce qu'on va réussir à vendre notre résultante production moins stockage. Et enfin, un coût de construction que je vais ici supposer linéaire par rapport à la capacité de la batterie. Dans ce contexte, je peux commencer à essayer de résoudre mon problème d'optimisation, mon problème de co-optimisation. Néanmoins, pour le résoudre, il va falloir que j'ai plein de petits paramètres que j'ai essayé ici de prendre de manière raisonnable et à peu près réaliste, mais j'espère qu'à ce stade de mon propos, vous aurez compris que je ne cherche pas à dire que les valeurs que j'ai mises dans ce problème sont vraies. Au contraire, je cherchais à montrer qu'elles sont très questionnables et que c'est tout l'intérêt de ce que je veux illustrer aujourd'hui. Donc pour résoudre ça, il va falloir que je suppose une loi de gestion de la batterie. On peut commencer par quelque chose d'aussi simple que possible. Peut-être que la manière la plus intuitive et la plus simple de gérer une batterie, ce serait de dire que je vais mettre un seuil sur les prix. Quand je vois que le prix est plus haut que mon seuil, ça veut dire qu'il serait intéressant de décharger la batterie pour vendre plus. Et quand je vois que le prix est inférieur à un seuil, il serait plutôt intéressant de stocker la batterie pour attendre et vendre plus tard. Donc si je mets cette loi de gestion la plus simple possible, on obtient la figure qui est sur la partie droite de l'écran, c'est-à-dire qu'on a en turquoise la partie coût d'investissement, combien ça m'a coûté de construire la batterie, donc a priori c'est linéaire et c'est négatif parce que ça coûte, donc c'est linéaire, ça coûte de plus en plus cher quand la capacité de la batterie augmente. En rouge, on a combien je vais gagner avec la batterie, et donc a priori aussi, plus la batterie est grande, plus je vais réussir à faire une valeur ajoutée avec. Mais néanmoins, vous voyez en bleu foncé qu'on a le total, la différence entre les deux, et a priori, si ce total est négatif, c'est qu'on est en train de faire une décision déficitaire et qu'il vaudrait mieux plutôt s'abstenir. Ceci m'amène donc à mon point suivant, qui est qu'est-ce qui se passe si j'essaie de mettre une loi de gestion optimale. Donc pour le résoudre de manière optimale, il faudrait se dire que à chaque instant, il faut que je résolve un autre problème. Et ce problème, il sera de maximiser une quantité, qui est toujours ma valeur ajoutée, mon prix fois la puissance que j'injecte. Je la maximise par rapport à la puissance que j'ai à échanger avec la batterie. Mais pour faire ça de manière optimale, il faudrait que j'essaie d'anticiper. J'essaie d'anticiper le prix qui va avoir, les fluctuations du prix dans les prochains instants pour savoir que le prix va être plus élevé dans quelques heures, il faudrait que j'attende. Donc il faut que je résolve cette fenêtre glissante en me disant qu'à chaque fois, aujourd'hui il est 11 heures, il faudrait que j'anticipe les prochaines heures pour déterminer de manière optimale la gestion de mon stockage. Si j'essaye de faire ça, on peut avoir une illustration sur un petit exemple de quelques jours. Donc on a ici en bleu les fluctuations du prix. Donc on remarque que on a un motif journalier, puisque ici j'ai un exemple sur ces quelques jours. On a ce motif journalier qui nous montre que chaque jour il y a un pic où le prix est plus élevé, il sera plus bas la nuit, etc. Et donc on remarque ici que la gestion optimale de notre batterie, qui est ici en rouge, quand notre batterie est gérée de manière optimale, on va attendre que le prix soit particulièrement élevé pour décharger la batterie. Donc décharger la batterie, c'est quand on a une puissance négative. Et par contre, quand le prix est plutôt bas, au contraire, on va stocker la production éolienne en attente d'un prix plus élevé.
Très bien. Donc, ceci étant fait, je peux tracer la même figure qu'auparavant. On a toujours notre coût d'installation qui est linéaire et négatif, mais cette fois-ci, vous aurez remarqué que la valeur ajoutée, qui est la courbe rouge en haut, bah, elle est beaucoup améliorée parce que cette fois-ci, j'ai géré mon stockage de manière optimale. Donc avec la même capacité, je réussis à faire une valeur ajoutée largement meilleure. Et cette fois-ci, donc, on a le bleu foncé qui est la différence entre les deux, donc combien je peux gagner ou perdre dans l'opération. Bonne nouvelle, on a une partie qui est positive, donc je ne fais plus une décision déficitaire, à condition que je me place à peu près à un point optimal dans mon dimensionnement. Donc dans ce cas présent, il me faudrait quelque chose comme 60-70 MWh pour mon stockage, dans cet exemple illustratif. Très bien. Néanmoins, vous aurez peut-être remarqué que sur l'illustration précédente, j'ai fait une hypothèse qui était que j'utilisais les prix de l'énergie constatés en 2022. Et ça vous aura sans doute pas échappé qu'en 2022, on a vu des choses qui étaient très différentes de ce qui s'était passé auparavant. Donc si je fais strictement la même chose en utilisant les prix 2019, j'obtiens cette fois-ci ce résultat-là, pardon. Et donc ce qui signifie que, au contraire, tout serait déficitaire et il faudrait surtout s'abstenir. Donc à ce stade, on a illustré au moins deux choses. La première chose, c'est qu'on a un couplage entre notre gestion optimale et notre dimensionnement. Si je supposais un management fait avec juste un seuil sur les prix, c'était déficitaire tous les jours, alors que si je supposais un management optimal, je pouvais avoir une façon de rendre mon stockage rentable. Et on a aussi illustré le fait que, en fonction de qu'est-ce que j'injectais comme série temporelle pour simuler, j'avais pas forcément le même résultat. Et donc là, on commence à sentir là où s'arrête une méthodologie de dimensionnement et là où va commencer l'exercice de prospective et de connaissance de son contexte industriel, qui est la projection de comment est-ce que pourraient évoluer les prix de l'énergie. Ça m'amène donc à mon point suivant, qui est le contrôle stochastique. Vous aurez peut-être remarqué, quand j'ai présenté ce problème de maximisation de la valeur ajoutée en essayant de déterminer quelle était la puissance de recharge optimale, j'ai joué à connaître l'avenir. Je suis une diseuse de bonne aventure puisque je connais les variations futures du prix de manière miraculeuse. Néanmoins, je ne suis pas devin, donc en vrai, quand je vais essayer de résoudre ce problème-là, je ne vais jamais pouvoir supposer que je sais parfaitement quel est le prix dans l'avenir. Non, je vis à l'instant présent, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Ou en tout cas, je peux essayer d'en avoir une prévision, mais cette prévision ne sera jamais parfaite. Donc tout ce que je peux essayer de faire, c'est de maximiser non pas vraiment cette quantité, mais l'espérance de cette quantité. Sur la base d'une prévision, j'espère réussir à faire ce résultat. Mais quand on parle de prévision, il y a beaucoup de biodiversité. Donc c'est un peu une jungle avec plein de solutions différentes, qui vont de choses extrêmement simples à des choses furieusement compliquées. Si on commence, pour illustrer, par des choses extrêmement simples, on pourrait se dire que la prévision la plus élémentaire, ce serait de supposer que le futur est comme maintenant. Donc là, j'illustre sur une série temporelle qui est le prix de l'énergie. Néanmoins, on pourrait faire la même démarche sur la production éolienne, puisque elle aussi, a priori, elle n'est pas parfaitement connue à l'avance. Donc si je représente sur quelques jours les variations du prix, la barre grise ici constitue le présent, donc je connais le passé, mais je ne connais pas le futur, donc je dois faire une prévision pour le futur. La prévision la plus simple, ce serait de supposer que tout continue comme ce que je vois maintenant. Donc ce serait de la persistance. Je peux essayer d'être un peu plus malin en me disant que je vais faire une persistance, certes, mais j'ai remarqué qu'il y a un motif journalier. Donc là, vous le remarquez par exemple à l'échelle d'une journée, on a l'alternance des prix bas pendant la nuit, des prix élevés pendant la journée. Donc je pourrais essayer de me dire que, c'est pas que l'avenir est comme ce que je vois maintenant à cette heure-ci, mais c'est plutôt que demain sera comme ce que j'ai vu aujourd'hui. Néanmoins, à l'échelle d'une semaine, comme ce que je représente ici, vous remarquez que ça commence par les 5 jours ouvrés, puis un samedi, puis un dimanche. Donc ce qui se passe le dimanche sera très mal anticipé parce que j'aurais vu un vendredi. Je peux essayer d'être encore un peu plus malin en me disant, je vais faire un modèle de série temporelle. Donc par exemple, en allant chercher un modèle de type Sarima qui essaye de comprendre la structure temporelle de dépendance entre un instant et un instant suivant dans une série temporelle. Je
Je pourrais essayer d'être encore plus malin en essayant d'aller chercher, on va dire, la saveur, le goût de machine learning que vous préférez, et là aussi, il y a une très riche biodiversité. Néanmoins, quelle que soit cette méthodologie de machine learning que vous préférez, on aura toujours un risque de peut-être bien anticiper ce qui se passe dans les premiers instants de prévision, mais quand l'horizon de prévision augmente, on peut toujours faire des erreurs qui ne sont pas forcément faciles à estimer. On n'a pas forcément une estimation fiable de à quel point est-ce que ma prévision est fiable. Et puis enfin, si je veux être encore plus malin, je peux appeler un ami. Et cet ami, ce sera un prévisionniste professionnel, par exemple Météo France pour de la prévision éolienne, parce que faire de la prévision, c'est un travail en tant que tel, et dans un contexte industriel, si je dois gérer une batterie, je serais ravi de m'associer les services d'un prévisionniste qui me donnera très souvent une prévision de très bonne qualité. Par contre, ça déplace un peu le problème en se disant que je vais certes recevoir une prévision qui sera très bonne globalement et que je n'aurai pas besoin de déployer du travail à faire, mais cette prévision que je reçois, il va falloir que je fasse avec ces erreurs. Donc il va falloir que j'essaye de comprendre quel type d'erreur de prévision est-ce que mon ami prévisionniste va faire. Tout ça, bien évidemment, ce serait trop simple si c'était une prévision unique, puisque quand on essaie d'anticiper l'avenir, on fait en règle générale des prévisions d'ensemble, c'est-à-dire un ensemble de scénarios qui sont tous susceptibles d'arriver. Donc, par lisibilité, ce que j'ai montré auparavant mettait un seul profil de prévision par méthode, mais en règle générale, on a non pas un seul profil, mais un ensemble de scénarios. C'est donc une prévision d'ensemble qui nous donne une prévision stochastique avec plusieurs possibilités, et ça pose une question supplémentaire qui est quelle attitude est-ce que j'aurai par rapport au risque? Est-ce que je vais être neutre, au sens de chercher à maximiser mon gain moyen, l'espérance de mon gain, ou est-ce que je vais être très sensible par rapport au risque, en supposant que peut-être que la nature va vouloir jouer contre moi, et que je serai très prudent pour essayer de garantir un gain minimal, c'est peut-être pas très grand, mais en tout cas garantir que tous les jours, même dans le pire cas possible de réalisation du futur, je réussirai à sécuriser ce gain minimal. Donc c'est une question d'attitude par rapport au risque qui, là encore, ne peut pas être prise directement au sein du problème de co-optimisation. C'est un choix extérieur qu'on doit faire pour nourrir le problème de co-optimisation. Tout ça, bien évidemment, ça va avoir un impact sur les allures de valeur ajoutée que je vous présentais auparavant. Ici, je compare ce qui se passe si je résous mon problème dans un cas en supposant une prévision par persistance, c'est le bleu, et dans l'autre cas en supposant que j'aurai une prévision magique parfaite de ce qui va se passer à l'avenir. Donc vous voyez que juste modifier la source de la prévision a un impact colossal sur non seulement sur la décision de dimensionnement, puisque je passerai de environ 60 MWh à plutôt à peine 30, mais ça a aussi un impact colossal sur à quel point est-ce que l'opération pourrait être rentable ou déficitaire. Donc ces données d'entrée qui sont quel type de prévision est-ce que j'ai ont un impact énorme sur toute ma démarche de co-optimisation. Donc ça veut dire que si je veux résoudre optimalement mon problème de co-optimisation, il va falloir, en plus de tout le reste que j'ai mentionné avant, que j'essaye de caractériser avec quelle source de prévision est-ce que mon stockage serait géré en vrai au cours de son exploitation. Ceci étant dit, j'en arrive maintenant au dernier point que je veux aborder ici, qui est le dimensionnement, qui est la prise en compte de l'endommagement et de la durée de vie. Oui, puisque il en va, à vrai dire, de la même façon pour une batterie ou pour un être humain, ma durée de vie n'est pas forcément quelque chose qui est fixé à l'avance. C'est quelque chose qui va être une conséquence de toutes les épreuves que je vais traverser. Jusqu'ici, dans ce que je vous ai montré, j'avais supposé que mon stockage, arbitrairement, magiquement, vivrait tous les jours 10 ans. Enfin, dans toutes les configurations, il durerait 10 ans. Oui, mais bien évidemment, c'est une hypothèse qui va avoir énormément d'impact sur le résultat final. Ici, je compare ce qui se passe si je supposais que, plutôt que de durer 10 ans, il durerait 8 ans. À ce moment-là, mes coûts de fabrication sont les mêmes, mais ma durée d'exploitation va être raccourcie, donc forcément, je ne peux pas obtenir la même chose. Donc, si j'essaie de faire les choses
idéalement parfaitement, je ne vais pas supposer que mon stockage dure 10 ans, je ne vais pas supposer qu'il dure 8 ans parce que ce sont deux chiffres arbitraires qui n'ont pas plus de justification l'un que l'autre. Je vais essayer de prendre en compte le fait que à chaque fois que je sollicite la batterie, à chaque instant, elle s'endommage un petit peu. Et donc il me faudrait un terme supplémentaire dans mon problème de co-optimisation qui serait que à chaque fois que j'échange un peu de puissance, j'ai ce petit DI, ce petit dommage qui dépend de ce que je lui fais. Typiquement, une batterie s'endommage plus vite si on lui fait subir de forts pics de puissance. Donc si Pesto est très élevé, elle va s'endommager plus vite. Et à nouveau, quand il est question de modélisation d'endommagement de batterie, à nouveau, bienvenue dans la jungle, il y a beaucoup de diversité. Il y a des modèles plutôt simples, mais on peut aussi aller jusqu'à des choses qui sont extrêmement sophistiquées et extrêmement complexes à prendre en compte. Ici, à nouveau, mon propos ne va pas être de clôturer ce débat, mais juste d'illustrer comment est-ce que prendre en compte un modèle plutôt qu'un autre peut avoir des conséquences énormes. Je vais juste prendre le modèle le plus simple possible, qui consiste à dire qu'une batterie, sur sa durée de vie, elle peut échanger une certaine énergie. Elle peut faire un nombre donné de cycles. Donc c'est un modèle extrêmement simple, qui se base sur une énergie échangée constante. Et si j'utilise ce modèle-là pour calculer au cours de la vie quel est l'état de santé de la batterie, quelle est sa dégradation, j'obtiens la courbe en bleu foncé et vous remarquez qu'elle est radicalement différente des allures que j'avais auparavant. C'est-à-dire que mon dimensionnement optimal est largement déplacé vers des batteries plus grandes. Pourquoi ça? C'est juste que si je mets une petite batterie, elle ne peut pas échanger beaucoup d'énergie au cours de sa vie, parce qu'elle peut faire, admettons, 10 000 cycles, par exemple. Oui, mais 10 000 cycles sur une petite batterie, ça fait une petite énergie échangeable. Donc toutes les petites batteries vont avoir une durée de vie beaucoup plus courte que ce que j'anticipais auparavant. Donc prendre en compte mon modèle d'endommagement va forcément déplacer l'optimum vers des plus grandes batteries qui s'endommageront moins vite dans le contexte que j'ai mis là. À nouveau, le but ici n'est pas de clôturer ce débat, c'est juste d'illustrer à quel point, quand vous achetez une batterie auprès d'un fournisseur, d'un constructeur de batterie, avoir des éléments d'information sur comment est-ce que cette batterie va se comporter dans le temps et va s'endommager, ce serait une plus-value extrêmement intéressante pour que vous puissiez l'utiliser de manière optimale. Puisque ces modèles de vieillissement, ils peuvent devenir extrêmement compliqués. Parfois, ils sont tellement compliqués qu'ils ne sont pas directement utilisables au sein d'un problème d'optimisation. Mais dans tous les cas, on a forcément une étape de choix à faire pour se demander quel modèle de vieillissement est-ce qu'on prendra en compte. Et mon propos n'est pas d'esquiver ce problème, au contraire, il est d'être conscient que ça peut très fortement impacter la décision finale. Ça m'amène donc à ma conclusion. Donc, quels sont les messages principaux de ce que j'ai voulu dire aujourd'hui? D'une part que la co-optimisation, c'est une démarche qui est extrêmement puissante et qui est très séduisante, puisqu'elle nous permet a priori de dire qu'on a la meilleure configuration pour un système prenant en compte à la fois ses coûts de construction et tout ce qui va lui arriver au cours de sa vie. Donc c'est extrêmement séduisant et méthodologiquement, c'est une démarche qui commence à être à peu près mature. Ça nous permet donc d'avoir le meilleur compromis. Néanmoins, comme ça prend en compte tout ce qui se passe durant la durée de vie, c'est dépendant de plein de choses. Donc on l'a juste illustré ici sur quelques points. Ce sera dépendant des séries temporelles sur lesquelles on va simuler le tout. Ça va être dépendant avec quelles données de prévision on va faire notre contrôle optimal. Ça va être dépendant de la manière dont notre système va s'endommager au cours de sa vie. Et tout ça, ce ne sont pas des choses qui sont dans la démarche de co-optimisation en tant que telle, mais ce sont des données d'entrée, des données environnantes qu'on doit donner, des choix qu'on doit faire pour alimenter cette démarche de co-optimisation. Et donc c'est là qu'on a un besoin crucial de connaissance de son contexte industriel, puisque ça ne peut pas être quelqu'un devant son ordi qui fait tout seul tous ses choix. On a forcément besoin d'échanger avec notre prestataire extérieur qui nous fournira les données de prévision, notre fournisseur de batterie qui nous dira comment est-ce que sa batterie pourrait se dégrader dans le temps, pour arriver finalement à quelques entre guillemets, règles de bonne conduite pour avoir un résultat effectivement cohérent en appliquant une co-optimisation. C'est que quand on connaît un phénomène, bien évidemment avec ton sous le sens qu'on va le prendre en compte,
Certaines choses ne pourront pas être directement mesurées, par exemple estimer au cours de la vie l'état de santé d'une batterie. On peut essayer de l'estimer, mais il y aura toujours une marge d'erreur, donc on a besoin d'adopter une démarche assez robuste vis-à-vis de cette problématique-là. On a besoin de se demander qu'est-ce qui se passe si on essaie de changer un peu les valeurs des paramètres pour voir si ça a un énorme impact sur le résultat final ou pas. Et puis, à la fin, il restera malheureusement très souvent des choses qui ne sont pas connues, et donc pour lesquelles on devra essayer de faire des choses raisonnables, des choses explicables. Si vous me demandez de quoi est-ce que l'avenir sera fait concernant les prix de l'énergie, je ne vais pas pouvoir vous dire qu'ils sont connus de manière fiable, donc il nous faudra essayer de faire des choix qui soient prudents. Tout cela pour utiliser de manière raisonnable et pertinente une démarche de cooptimisation. Je vous remercie beaucoup de votre attention.